Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau du magazine Entre les lignes, qui sera consacré aujourd'hui à l'anthropologie. J'ai avec moi deux éminents représentants de cette discipline au Maroc, M. Hassan Rachik et M. Mohamed Tozi. Je vous les présente brièvement, autant que faire se peut. Hassan Rachik est professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Il a été visiting professor à Princeton et à l'école des études en sciences sociales à Paris. Il a publié 2 livres proprement à caractère anthropologique, Sacré Sacrifice dans l'Haut Atlas, marocain en 90 et Le Sultan des Autres, rituels et politiques dans l'Haut Atlas. Et tout dernièrement, Symboliser la nation, essai sur l'usage des identités collectives au Maroc. Il y a aussi un prix qui a été décerné, un livre, un collectif que vous avez parrainé tous les deux ensemble. Vous êtes de vieux compères, de vieux acolytes, qui s'appelle L'usage de l'identité amazigh au Maroc, qui a eu le prix de l'IRCAM en 2007. Il n'y a pas d'éditeur. Bien. Donc je vous présente Mohamed Tozi, qui lui aussi est professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Il a été nommé dernièrement professeur de sociologie à l'université d'Aix-en-Provence. Il est chercheur à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et directeur donc, à l'université Hassan II du Centre marocain des sciences sociales. Il est connu bien évidemment comme l'auteur d'un livre incontournable qui s'intitule « Monarchie et islam politique au Maroc », publié en 2000 par la Fondation nationale des sciences politiques. Et récemment, il a co-dirigé un livre qui s'appelle « La Méditerranée des anthropologues », paru aux éditions Maisonneuve et La Rose. Bon, voilà pour la présentation, elle était un peu fastidieuse, c'était un peu long. Donc, avant d'entamer notre conversation, j'aimerais quand même vous demander à tour de rôle de nous dire ce que c'est que l'anthropologie de la façon la plus succincte et la plus simple possible. C'est quoi l'anthropologie ? En 2 mots, c'est difficile, parce que c'est une tradition qui est très ancienne. C'est une tradition qui a connu des bouleversements à partir des années 60, donc il est très difficile de donner une définition succincte. Mais on peut dire que, disons, le principe qui a dirigé les traditions anthropologiques, c'est d'abord la culture de l'autre. Oui. Donc c'est la découverte de l'autre. C'est la découverte de l'autre, la culture de l'autre, et c'était à une époque où les sociétés occidentales s'intéressaient au monde, donc ils voulaient connaître ces cultures. Donc ça, c'est le début. Et puis à partir des années 60, il y a les entrées les plus intéressantes pour nous, c'est l'entrée de ce que les Américains appellent l'anthropologue indigène. Un peu nous. Bon, on récuse un peu cette notion, mais l'intérêt est toujours le même, c'est-à-dire... Comment ça, l'anthropologue indigène ? C'est-à-dire que l'histoire de l'anthropologie était faite par les étrangers. C'est ça, oui. Et maintenant, l'un des bouleversements à partir des années 60, c'est l'arrivée des chercheurs, disons, locaux. La conversion des autochtones, voilà, même des autochtones. Et donc, oui, bien sûr, ça a eu des conséquences sur le plan épistémologique. Que veut dire l'altérité? Est-ce que nous, on étudie l'altérité? Est-ce que l'anthropologie, c'est l'étude de l'altérité ou pas? Donc, il y a plusieurs discussions là-dessus. Mais je dirais l'une, disons, des constantes dans l'anthropologie, qu'elle soit faite par des étrangers ou par des locaux, c'est qu'elle est accentuée d'abord sur l'observation directe, sur l'écoute directe des populations. Donc c'est des séjours relativement longs, relativement fréquents. Dans le Haut-Atlas, j'ai passé une dizaine d'années. Donc voilà quelque chose qui reste. Donc c'est un peu une immersion. C'est pas de l'ethnographie en chambre, quoi. C'est pas de l'ethnographie en chambre, c'est de l'ethnographie sur le terrain. Et même sur le terrain, c'est pas uniquement les entretiens, c'est l'observation directe, c'est ce qu'on appelle l'observation participante, même s'il y a beaucoup de discussions là-dessus. C'est Mohamed Tozi. Si on veut, disons, caractériser l'anthropologie dans le cadre, du champ des sciences sociales en général, que ce soit
la sociologie ou la science politique ou même l'ethnographie pour certains pays, parce qu'en France, on parle plus d'ethnologie que d'anthropologie pour des raisons très particulières. Disons, l'anthropologie, comme vient de le dire un peu Hassan, c'est essentiellement une démarche. Une démarche qui porte le chercheur vers une société. Au début, c'était des sociétés qu'on considérait à l'époque relativement simples et lointaines, donc qu'on observait directement sur le terrain, avec des séjours assez longs, disons une sorte d'immersion dans le vécu de ces gens-là. Et puis par la suite, c'est développé à partir des années 60, puis plus dans les années 70, une anthropologie, j'allais dire, aussi des sociétés modernes, pas uniquement des sociétés traditionnelles. Comme et donc, un ethnographe au métro de Marc Auger. Donc on retrouve donc, la tradition française avec Auger, mais aussi il y a une tradition américaine, et de plus en plus. Donc c'est à la fois j'allais dire, il n'y a pas d'objet spécifique à l'anthropologie, même si l'anthropologie s'est intéressée beaucoup plus aux problèmes culturels, aux problèmes de la religion, mais aussi aux problèmes du pouvoir. Mais il y a surtout, et là c'est ce qui reste, comme on vient de le dire, une démarche et une sensibilité particulière. Donc, disons qu'en tant que discipline, l'anthropologie résulte d'une vision du monde et de l'homme où les choses sont relativisées, c'est-à-dire que c'est la fin de l'européocentrisme et on considère que toutes les autres cultures sont dignes d'être étudiées et que toute culture est digne d'être étudiée, c'est ça ou c'est autre chose? Enfin, c'est devenu ça, c'est en train de devenir ça, même si... L'acte de naissance de l'anthropologie, c'est quand? Enfin, c'est l'acte de naissance de la sociologie, c'est l'acte colonial d'abord. C'était l'acte colonial, c'est de connaître les autres pour mieux les, disons, pour simplifier, pour mieux les comprendre et donc mieux les dominer. Mais disons, ça c'est très lent, c'était un peu une sorte de parti pris historique qui avait stigmatisé un certain nombre l'anthropologie, qui a fait par exemple que l'anthropologie n'est pas enseignée dans certains pays et que même parfois dans d'autres pays, par exemple en Algérie par exemple, à partir des années 70, l'anthropologie était interdite. Donc, mais tout ça s'est beaucoup transformé. Et actuellement, disons, même si on a des difficultés à avoir une anthropologie construite fortement pour les pays du Nord, donc les pays occidentaux, de plus en plus, on commence à s'y intéresser. Et donc, à la fois, ce n'est plus une migration des chercheurs du Nord vers le Sud, mais aussi, parfois, il y a des migrations de certains chercheurs du Sud qui travaillent sur le Nord. Je pense c'est votre cas souvent, oui. Je pense aussi, non, je pense surtout à des cas un peu établis. Moi, je pensais à un Tunisien qui travaille sur la Suisse, qui a sorti quelques textes sur la Suisse. C'est intéressant, c'est un peu... C'est l'inversion de Montesquieu, quoi. Mondel a travaillé sur la Suisse et donc il a fait des choses très intéressantes en interrogeant, par exemple, la société suisse par rapport à la question de la phage folle, donc d'un point de vue anthropologique. Donc il y a de plus en plus, le champ est de plus en plus dynamique. Il est traversé à la fois par des interrogations, et peut-être Hassan y reviendra, des interrogations de type épistémologique. C'est le rapport du chercheur au terrain. Il y a de grosses discussions qui ont fait qu'on est passé par plusieurs âges dans l'anthropologie, plusieurs discussions du culturalisme jusqu'à l'anthropologie postmoderne. Ne compliquons pas trop. Et en même temps, il est traversé aussi par des discussions sur l'objet de l'anthropologie. D'accord. Alors, les pères fondateurs de l'anthropologie marocaine, entre guillemets, sont bien entendu français. Qui sont-ils ? Il est très difficile de parler de pères fondateurs. Il n'y a pas une continuité. Il n'y a pas une continuité. Bon, moi, je les appelle prédécesseurs. Prédécesseurs. Ce sont des prédécesseurs beaucoup plus que des fondateurs. D'accord. Les premiers, c'est des Français, d'abord, c'est Edmond Douté. Et juste avant lui, Westermarck, Edvard Westermarck, qui est un anthropologue finnois, qui était beaucoup plus proche de l'anthropologie britannique de l'époque, donc fin 19e siècle. Donc c'est l'un des grands anthropologues britanniques, même s'il est d'origine finnoise. Donc c'est l'anthropologie qui s'intéresse beaucoup aux tribus, au sacré, à la sainteté. Oui, au départ, l'anthropologie était un peu, disons, il était beaucoup plus proche de l'archaïque, de l'exotique. Parce que les pays, il faut le dire, les pays étaient
pour eux beaucoup plus exotique qu'archaïque. Donc la sainteté, la magie, la sorcellerie, le sacrifice, le rituel, les monarchies divines, etc. etc. Donc voilà les objets premiers. Mais ce qu'il faudra retenir par la suite, à partir des années 67, c'est que l'anthropologie n'est plus devenue ce corpus unifié. Et ça, c'est l'histoire de toutes les disciplines, de la sociologie, de l'économie. Maintenant, il faudra peut-être la représenter comme un archipel, où il y a très peu de continuité entre les îles. L'anthropologie de la musique, l'anthropologie de la parenté, l'anthropologie de l'histoire. Donc tout ça, c'est éclaté. Voilà. Et même les gens s'ignorent. Les gens qui sont du même métier et des gens qui sont de la même institution s'ignorent. C'est quand même très paradoxal, parce que d'anthropologie, il y a anthropos, donc l'étude de l'homme, et finalement cet homme, il est fragmenté à l'infini, on ne sait plus tout ce que c'est que cet homme. Et ça, c'est parce que l'objectif des sciences sociales en Europe, c'était de déterminer quelles étaient les caractéristiques de l'homme en tant que tel. C'est ça. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa race, c'était le début. Et par la suite, bien sûr, avec le colonialisme, c'était beaucoup plus, il faudra connaître telle civilisation, telle culture, et donc tout ce qui faisait l'humanité à l'époque, tout ce qui a donné en philosophie, ce qui était l'homme en tant qu'homme. Donc la psychanalyse l'a gardé un peu, mais maintenant c'est un peu le relativisme culturel, un peu les cultures locales, etc. Mais je pense que c'est ça, qui rend un peu difficile la définition de l'anthropologie. On y reviendra de toute façon à propos de votre livre Symboliser la nation, parce que vous traitez justement cette question de la définition de... L'un de vos points communs, c'est que vous avez été formé à l'école d'un illustre sociologue, anthropologue, qui est décédé, qui s'appelle Paul Pascon. Et donc vous étiez ses élèves en même temps, tous les deux Oui, c'est-à-dire qu'on a fait du terrain avec lui, avec, j'allais dire, des intensités différentes. D'accord. Mais Paul Pascon, que Dieu ait son âme, a été directement, indirectement notre j'allais dire, à l'université. Non, comme je suppose que vous le savez, et peut-être il faut le dire de façon, c'est que, disons, l'enseignement des sciences sociales au Maroc n'est pas assez structuré pour produire une filière d'anthropologie et même une filière de sociologie qui serait axée sur le terrain. Il y a eu dans l'histoire des sciences sociales donc une trajectoire telle qu'il y a eu des niches de production, j'allais dire de sociaux, anthropologues et même qui sont parfois politologues, parce que moi-même j'ai des difficultés à déterminer entre la science politique, la sociologie et l'anthropologie, qui fait que c'est à la faculté de droit de Casablanca que Hassan Rachid a été formé, que moi-même j'étais formé, que Mehdi Mohamed a été formé. Et donc, grâce justement d'abord à la rencontre avec un certain nombre de personnes, dont Paul Pascon, qui nous a permis d'accéder au terrain. Et la formation, j'allais dire, à l'empirisme, la formation à l'observation, qui va un peu tracer le sillon vers une spécialisation en anthropologie, en sociologie. Qu'est-ce qui a déterminé le choix justement de l'anthropologie pour un jeune aspirant intellectuel marocain dans les années 70 Pourquoi le choix d'anthropologie plutôt que de la philosophie ou que de la littérature Pour quelle raison? Moi, je pense qu'il y a d'abord un sentiment énorme d'insatisfaction par rapport à ce qui a été enseigné à l'époque, qui était du droit, uniquement du droit, et qui pour nous n'arrivait pas à décrire la réalité marocaine. C'est ça. Et ça, c'était vraiment cette insatisfaction qui nous a, à la fois pour contourner un peu cette difficulté de dire que le terrain, et donc aller sur le terrain, c'est la meilleure façon, le meilleur moyen de connaître la société. Et donc il fallait rencontrer des gens qui font du terrain. Parce qu'on était un. Ça, je crois que c'est une première chose qui est très importante, l'insatisfaction. Deuxième chose, et qui est venue après, c'est, disons, la valorisation de ce type de discipline, à la fois par leur capacité à
faire de l'action et à intégrer l'action, donc à sortir des bibliothèques, etc. Et surtout à être aussi compétitif dans le champ scientifique. Parce qu'on peut se dire, et je crois que c'est une stratégie qui est payante, dans la compétition qu'on voulait être internationale, c'est-à-dire être des chercheurs marocains qui puissent être compétitifs au niveau international. La seule façon de s'en sortir, c'est d'être producteur de ses propres données. Et on ne peut pas être producteur de données de type sociologique parce que là, il faut des moyens et des appareils institutionnels pour produire des données. Alors que l'anthropologie, c'est plutôt, ça prête à une trajectoire qui est plus individuelle, de petits groupes qui vont, et donc qui permet... Même plus littéraire. Oui, où il y a aussi une possibilité de mettre en place une performance littéraire, descriptive, etc. Et je pense que c'était ça qui... avec aussi une idée qui est très importante, c'est que avec une prise de conscience que pour expliquer le Maroc, comme d'ailleurs toute société, il est nécessaire d'acquérir la profondeur historique de ce pays. Et cette profondeur historique, j'allais dire, la sensibilité anthropologique ou d'anthropologie historique le permettait aussi. Dernière chose, et je pense que c'est important, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le Maroc était l'un des pays les plus utilisés ou les plus visités par des anthropologues de renom. Donc là aussi, il y a ça. Donc au moment où on étudiait, il y avait quand même, sur le Maroc, il y avait des gens comme Geertz, le plus grand anthropologue du XXe siècle. Il y avait quelqu'un qui était avant lui comme Gellner, il y avait Rabinov, il y avait Crapanzano, il y avait Dwyer, il y avait toute une série de personnes qui étaient des éminents anthropologues, disons, de niveau mondial, et qui avaient choisi le Maroc comme terrain. C'est ça. D'accord. Oui. Bon, on va laisser le biographique parce que c'est très difficile de parler du biographique, des cascades qui ont amené soit Tosi, soit moi à l'anthropologie. Mais je dirais que d'abord, la première des choses, c'est que dans les années 80, il y avait une valorisation du terrain et des études de terrain. On était encore jeunes. Et donc, faire du terrain était quelque chose qui n'était bien sûr pas facile, qui n'était pas à la portée de tout le monde, et que ça permettait un peu de sortir des interprétations un peu générales du droit, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Et Paul Pascon a joué un grand rôle là-dessus. Donc depuis 1959, c'est quelqu'un qui a porté le terrain depuis 1959 jusqu'à fin des années 80, où on l'a connu, et puis il a continué jusqu'à 85. Nous, on l'a connu pendant 6 ans, à peu près pendant 6 ans. De 79 à 85. Donc pendant ces 6 ans-là... Dans quel cadre institutionnel? Dans un cadre institutionnel. Donc il était venu d'abord pour des soutenances à la fac. Donc je pense que la première soutenance, c'était la soutenance de Mohamed Tosi. Donc un sociologue qui vient à la faculté de droit, donc c'était d'abord un événement. Et puis on l'a accompagné dans plusieurs enquêtes sur le Tazarwalt. Mohamed Tosi, ils ont publié ensemble l'un des, je pense, oui, bien sûr, l'un des premiers articles, l'une des premières études sur l'anthropologie du rituel et du moussem. C'est ça. Et donc, il y avait deux, mais comme vous le savez, un marché est un marché. L'offre est là, d'accord, mais il faudrait qu'il y ait une demande qui satisfasse cette offre. Et donc, nous, c'est une alchimie, c'est une conjoncture comme ça qui fait qu'à une offre donnée, Paul Pascon, qui voulait qu'il y ait des chercheurs de terrain, je ne sais pas, il ne pouvait pas les trouver à l'Institut agronomique parce que c'était des ingénieurs agronomes, donc il les a trouvés beaucoup plus à la faculté de droit qu'ailleurs. On peut dire d'une certaine façon que c'est un choix qui a été judicieux et qui a été payant, puisque aujourd'hui, si Mohamed Tosi est sollicité très souvent par les médias, vous êtes sollicité aussi pour rédiger des rapports, le rapport sur le développement humain, donc c'est une discipline qui est prise au sérieux. Vous avez mené une enquête sur les valeurs, donc l'anthropologie est considérée comme une discipline rigoureuse, une discipline qui permet d'obtenir des résultats et de donner une vision assez exacte de la réalité. Hein? Oui. Non? Oui, non, je pense que non. Je pense que les choses ont changé depuis quelques années, au moment où les pouvoirs publics et même les pouvoirs institutionnels, qu'ils soient les pouvoirs de l'université ou les pouvoirs politiques tout court, sont en train de prendre conscience
que le réel peut être intelligible par un type de recherche. Et je pense que c'est quelque chose qui vient conforter un peu la demande. Et donc, du coup, les choses qui étaient, j'allais dire, faites dans les années 80, soit dans la clandestinité, soit d'une façon un peu par des voies buissonnières, actuellement le sont d'une façon beaucoup plus, pas officielle, mais disons, beaucoup plus directe. Bon, la création du centre de recherche en sciences sociales, on est une illustration, d'autres centres existent, soit Mohammedia, soit à Rabat. Les sciences sociales, quand je dis les sciences sociales, pas uniquement l'anthropologie, mais la sociologie, la science politique sont sollicitées par les médias, mais ils sont aussi sollicités par les pouvoirs politiques pour répondre parfois à des questions d'ordre opérationnel ou parfois tout simplement à des besoins, j'allais dire, de compréhension de la complexité du réel. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez, disons, positive. C'est un moyen d'accès à la complexité sociale. Entre 1973 ou 1972, où on a fermé l'Institut des sciences de sociologie de Rabat, et maintenant, bon, il y a beaucoup de choses ont changé. Il y a un changement des deux côtés. Des deux côtés, parce que les sciences sociales également, dans les années 70, c'était un outil militant. C'est ça. C'était même chez Pascan, la sociologie était un outil de transformation du monde et de la société rurale. Donc il a toujours pensé, jusqu'à peut-être la fin de sa vie. Oui, comme l'a été la philosophie à une époque. Oui, comme l'a été là. Donc la sociologie était là pour transformer le monde. Bon, bien sûr, il y a mille manières de transformer le monde. L'anthropologie est également un moyen pour transformer le monde, mais pas dans la confrontation. Et donc, l'anthropologie, par des études qui sont très minutieuses, par des études qui sont patientes, peut démontrer, par exemple, et d'où l'intérêt de l'enquête sur les valeurs, parce que l'enquête sur les valeurs n'est pas une étude anthropologique. C'est une étude qui est inspirée par nos expériences anthropologiques. Et donc, toutes les questions qui sont dans l'enquête sur les valeurs sont inspirées par notre expérience et par l'expérience d'autres. On y reviendra d'ailleurs, c'est intéressant. Oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, faire une enquête nationale sur les valeurs au Maroc est un grand pas. Que ce soit fait par le pouvoir politique est un grand pas. Ça a été fait dans les règles de l'art, ça a été fait dans l'autonomie des chercheurs, et donc ça a été fait comme si ça a été fait par une équipe de recherche. Alors quelles sont les conclusions les plus saillantes de votre rapport? Il y en a beaucoup, ça mérite deux mots les plus saillantes. Bon, je pense l'une des plus saillantes, la conclusion, c'est de se dire il y a beaucoup de clichés sur la société marocaine, il y a beaucoup de clichés sur la société traditionnelle, beaucoup de clichés sur les valeurs, et que ces clichés-là ne correspondent plus au fonctionnement de la société. Et qu'il y a un grand décalage entre dire, par exemple, les Marocains sont solidaires, d'accord, et constater effectivement... Et constater comment ça devient de plus en plus difficile de réaliser les valeurs de la solidarité. Et ça, c'est des études anthropologiques sur le terrain qui essaie d'étudier comment une tradition disparaît en 2 décennies, ou 3 décennies. Comment une société mute. Comment une société mute. Oui. Il y a d'autres constats de ce type qui contredisent le préjugé, qui contredisent les idées reçues? Par exemple, les idées reçues, je ne sais pas, je ne me rappelle plus des chiffres, mais il y a quelque chose comme 60% des Marocains, des Marocaines, qui souhaitent ne pas vivre avec leurs parents. Oui, ça aussi... Ça, on ne pouvait pas le deviner. Ça sort le coup. Et donc, la valorisation de la famille nucléaire, je ne parle pas de est-ce qu'il vit en famille ou pas. La valorisation de la famille nucléaire est quelque chose qui... En perte de vitesse. En tout cas, qui nous interpelle. D'accord. Vous avez participé aussi à cette enquête, vous l'avez conduite ensemble. C'est ça. Ensemble. Et alors, je pense que c'était d'abord une première enquête, il y en a eu d'autres, et je pense que ça a ouvert la porte à une possibilité d'interroger les évolutions de la société marocaine, et surtout de casser un certain nombre de stéréotypes sur cette société. Si on veut une conclusion, la grande conclusion, c'est l'extrême normalité de cette société, ce qui évolue, j'allais dire, dans une trajectoire, une tendance lourde, qui est la même qu'on connaît d'autres sociétés.
Ça, c'est quelque chose que... Bon, ça peut paraître banal, mais c'est quelque chose qui était très important. Bon, il y a... par C'est-à-dire qu'en fait, quoi, que la modernité rend les Marocains pragmatiques, quoi, c'est ça? Que par exemple, on peut... que par exemple, par rapport à certaines questions relatives au travail, relatives au loisir, relatives disons, à ce que c'est que le rapport à l'autre, le rapport à l'autorité. Par exemple, une des conclusions, c'est qu'on était très étonnés que le mode de relation entre parents et enfants qui est le plus valorisé au Maroc, c'est le mode de négociation. Pas l'autre mode autoritaire, que les gens préfèrent. En même temps que, par exemple, sur l'accès de la femme à la politique, disons que les Marocains ne sont pas défavorables à ce que la femme participe davantage à la polique, qu'elle participe davantage, qu'il y a une tendance vers cette idée d'égalité entre l'homme et la femme, mais en même temps, cette demande, elle est assez sélective. C'est-à-dire que les gens, comme d'autres sociétés... Alors, quelles sont les vertus? En fait, le terme de valeur est un terme assez récent dans le vocabulaire français. Autrefois, on parlait de vertu. Dans la tradition, on ne parlait pas de valeur, on parlait de vertu. Quelles sont les vertus ou les valeurs qui sont prisées par les Marocains? Une qui est très importante, qui est le marol. Oui. qui a une valeur assez al-marol, qui est une valeur très forte, composite, qui est profane et n'est pas religieuse, qui n'est pas liée à la religion, et n'est pas liée à l'âge. C'est quelque chose qui est une sorte de droiture, de rigueur, à la fois morale, mais qui renvoie au respect aussi de la norme, de la loi, de la parole donnée. Donc c'est quelque chose, en même temps quelque chose qu'on croyait... Qui est très dévalorisé, ou en même temps, il n'est plus opérationnel dans les rapports sociaux actuels, c'est par exemple Nia. Nia, mais actuellement, les gens... Donc c'est ressorti dans votre enquête? Bien sûr. La Nia, par exemple, les gens, c'est plutôt de la naïveté. Nia, c'est plutôt de la bonne intention. Oui, mais Nia, dire que quelqu'un qui est Nia, c'est quelqu'un qui est pour... Naïf, crédule. Donc c'est des... donc il y a, comme tu l'as dit, il y a une forme de pragmatisme dans lequel, qui amène les gens à évaluer les situations. Il n'y a pas de caractéristiques propres aux Marocains, et ça on le savait un peu avant, mais il y a des comportements qui renvoient à des situations où les gens négocient avec des référentiels qui soient religieux, qui soient culturels, pour s'en sortir. Donc en fait, je voudrais ajouter une chose. Quand on parle des valeurs d'un pays, c'est déjà une généralisation qu'il faudrait un peu préciser. Il n'y a pas un système de valeurs cohérent. Quand on parle des Marocains, ça veut dire que pour une culture marocaine qui reste difficile à définir, il y a également des tensions entre les valeurs. Et qu'on ne peut pas dire que les Marocains valorisent l'obéissance en général, ni la négociation en général. Et qu'il faudra chercher également les situations dans lesquelles ils valorisent l'obéissance et les situations où ils valorisent la négociation. Pour les rapports enfant-père, c'est la négociation, c'est le dialogue. Mais pour le rapport époux-épouse, c'est l'obéissance. Et donc, l'anthropologie aide un peu à nuancer, à ne pas tomber dans les clichés que les Marocains valorisent telle ou telle valeur. Et à chaque fois, et ça, les études anthropologiques le montrent, de voir que les gens également réagissent à des situations, réagissent à des relations sociales, que peut-être à l'université c'est le dialogue, mais à la maison c'est autre chose, c'est l'obéissance, etc. Et donc il est très difficile de dégager des valeurs comme ça centrales sur lesquelles les Marocains sont d'accord. Et que peut-être... Et ça, l'une des évolutions de l'anthropologie, c'est l'insistance non pas sur le système, sur la cohérence, sur la totalité de la culture, mais sur les tensions et sur les conflits au sein d'une culture, parce que les cultures sont complexes, ils sont maintenant urbaines, il y a beaucoup de modèles culturels, les gens s'inspirent de modèles à la fois traditionnels, à la fois urbains, à la fois... bricolage. Il y a beaucoup de bricolage, et donc les gens adaptent telle ou telle valeur à telle ou telle situation. Donc il est très difficile de dire, voilà les valeurs centrales des Marocains. D'où l'intérêt de ces enquêtes, pour un peu nuancer, pour ne pas sortir... ils ne sont ni hospitaliers ni pas hospitaliers, donc il y a des situations où ils le sont, des situations où ils ne le sont pas, etc. Donc en fait l'anthropologie, ça sert aussi à prendre la mesure de ce qui sépare le mythe de la réalité et les illusions que l'on se fait sur soi-même
par rapport. Sauf que l'anthropologue les prend en charge également. C'est ça. C'est intéressant. C'est les deux en charge et le décalage entre l'idéal, entre les idéaux, entre les valeurs. C'est ça. Dans l'anthropologie, il y a quand même une bonne part de travail de démythification et de démystification. On ne le fait pas, non. C'est l'ancien. Non, je pense. C'est plutôt un travail de déconstruction, donc de déconstruction des mécanismes d'agrégation entre les individus. Enfin, disons, c'est une école de scepticisme, l'anthropologie, quand même. On n'accepte pas les choses comme ça. On les analyse. Il y a beaucoup le scepticisme est inscrit dans une démarche, mais on dirait beaucoup plus de la compréhension. C'est ça. De l'empathie. Oui, de l'empathie, une reconstitution un peu des... J'allais dire avec bien sûr un dépassement assez fort de l'illusion d'objectivité, une reconstitution maîtrisée des mécanismes de relations humaines. Évidemment, aussi un dépassement des représentations idéologiques. Évidemment. Oui, bien sûr, parce que c'est un des objets aussi. Oui, c'est un des objets. La preuve, symboliser la nation, on est un des exercices. D'accord. Vous voulez qu'on parle de ça tout de suite? On parle d'abord de... Il a fait la transition. Il a fait la transition, allez-y, bon d'accord. Donc oui, effectivement, on va parler de symboliser la nation, mais aussi de ce livre qui a obtenu le prix de l'IRCAM, Usage de l'identité amazigh au Maroc. Pourquoi d'abord ce titre, qui est quand même un peu rebutant, Usage de l'identité amazigh au Maroc? Pourquoi usage? Et pourquoi c'est rebutant? C'est rebutant, c'est technique. C'est pas quelque chose qui parle à l'homme de la rue, usage de l'identité amazigh au Maroc. C'est même un mot du sens commun. Usage? Oui. Quel est l'usage que tu fais de telle ou telle chose? Oui, c'est... Bon, maintenant, c'est une question. Oui. Non, maintenant, la question, bien sûr, la question est intéressante. Pourquoi usage et pourquoi ne pas parler de l'identité amazigh, tout court? La démarche est la suivante. La démarche, c'est que pour un chercheur, anthropologue ou sociologue, peu importe, pour un chercheur, soit qu'il va concevoir l'identité comme étant un objet, quelque chose qui existe et qu'on peut découvrir, qu'on peut dévoiler, qu'on peut analyser, etc. Soit on va dire, ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose qui existe, on ne peut la décrire qu'à travers la manière dont les gens, des acteurs, des institutions, acteurs politiques, l'utilisent. D'accord, très bien. Et donc, il n'y a pas quelque chose qui serait de l'ordre du culturel, voilà, une identité monolithique, essentielle, qui serait quelque part, et qu'on va un peu la dénicher et la présenter aux gens. Donc, c'est à travers ce que les gens disent de leur identité, à travers ce qu'ils font de leur identité, qu'on va dire, voilà, les conceptions de l'identité. Donc en fait, c'est assez désespérant l'anthropologie, parce qu'on s'aperçoit que constamment, tout ce qui nous paraît donné, et qui passe pour certains, est beaucoup plus compliqué, qu'une identité, c'est pas si simple que ça, que les identités fluctuent. C'est quand même, ça donne une idée de l'homme qui est pas... Mais je pense que le sens commun, si on le suit bien, le sens commun est beaucoup plus complexe. Et que des fois, les gens, quand ils te parlent de l'identité, ils te disent, bon, je peux être ceci et cela. Et quand il est dans l'identité, dans l'acte, il peut être 3, 4 choses à la fois. C'est ça. D'accord. Le même jour. Et des fois, dans la même cérémonie. Donc, être marocain, mais être facile quand il est avec les faciles. Être berbère parce qu'il a découvert un ancêtre, etc. Donc, le sens commun est également complexe. Des fois, c'est la science qui est réductrice par rapport au sens commun. Mais rendre au sens commun sa complexité, c'est également l'une des activités de l'anthropologue. Bien sûr. Juste peut-être avant que vous passiez à symboliser la nation, donc, par rapport aux usages de l'identité amazigh, d'abord, c'est un exercice de connaissance d'un mouvement, j'allais dire ce qu'on peut appeler d'un fait social chaud. C'est ça, oui, c'est ça, oui. On est très content d'abord que l'IRCAM nous ait donné ce prix, parce que d'abord ça montre qu'il y a une sorte de maturation dans la connaissance, pas que le livre est bon, mais au moins que le livre a été accepté par les acteurs du mouvement amazigh, parce que comme j'ai dit, c'est des faits qui sont des faits encore en ébullition, radioactifs. Deuxième chose peut-être sur le livre, pour nous c'était aussi un exercice pédagogique très important, parce que c'est un livre qui est collectif, qui a été fait
par 3 chercheurs confirmés, on peut dire confirmés, donc Hassan Racher qui avait piloté le projet, Abdelrahman Al-Khassasi qui est un anthropologue connu, qui travaille sur la littérature amazigh essentiellement et sur l'islam, qui est du Sousse aussi, et moi-même. Et puis on a 3 jeunes chercheurs, donc, qui seront les chercheurs de demain, donc, qui sont nos doctorants, et donc qui ont travaillé pendant 3 ou 4 ans avec nous sur cette thématique, 4 ans sur cette thématique pour donner. Donc c'était un peu leur premier texte publié. Donc il y a Aïcha Al-Habib, Fatma Itmous et Aziz Chahir qui sont. Donc c'était pour nous aussi l'important dans ce livre, c'est cette possibilité de donner l'occasion à des jeunes chercheurs de faire aboutir un peu leur recherche. Dernière chose, peut-être par rapport à l'usage amazigh, c'était un exercice interactif parce qu'il a été d'abord cet exercice de connaissance d'un mouvement qui en acte, a été débattu, discuté avec les acteurs eux-mêmes. Donc on a pu, à un moment donné, restituer ce travail aux acteurs et donc non pas prendre en compte leurs réactions, ce n'était pas l'objet, mais surtout tester un certain nombre d'hypothèses par rapport à ces acteurs. D'accord. Bien, peut-être qu'on en parlera 2 minutes tout à l'heure. Bon, Symboliser la nation, donc, c'est un livre qui pose le problème de la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce qui est constitutif d'une nation? Bon, c'est une question qui a été posée par d'illustres prédécesseurs, qui a été posée par, je sais pas, par Montesquieu, par Renan, par les Allemands, par Herder, par Joseph de Maistre, par tous ces gens-là. Bon, donc vous avez sur cette question toute une littérature et qui est très intéressante, passionnante. Donc c'est la question de l'identité d'un peuple. Et vous, donc vous faites un peu la généalogie de ce concept de nation et vous vous intéressez aux premiers nationalistes marocains dans la ville de Salé. Alors expliquez-nous un petit peu comment... C'est à peu près la même démarche. Oui. Bon, le livre Symboliser la nation a précédé le premier, mais c'est toujours la même démarche. C'est-à-dire que là également, vous pouvez avoir, et c'était un peu la conception des nationalistes également, il y a une nation marocaine qui a toujours existé. Toujours existé, c'est ça. Et cette nation n'a jamais changé, ni... disons au niveau... c'est en 1931, ça se passe, ça. Oui, ça se passe début des années 20. Les années 20, d'accord. Les années 31. Et donc, et puis, il y a ma démarche et la démarche de pas mal d'anthropologues, de collègues anthropologues. Pour le Maroc, vous avez évidemment un illustre prédécesseur, c'est Abdellah Al-Haroui, dans les origines du nationalisme marocain. Abdellah Al-Haroui, il est entre les deux. Abdellah Al-Haroui, il est entre une conception subjective, et il le dit clairement. Oui, politique. Oui, politique. Donc, même s'il n'y a pas l'histoire du Maroc, les gens peuvent créer une nation... pas ex nihilo, mais ils peuvent la créer. Mais il a également une conception objective de ce que c'est le Maroc, avec son territoire, avec son costume, avec ses frontières, ses rites, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas de dire ce qu'est la nation pour moi, mais également pour revenir aux usages et de dire, bon, voilà, comment les gens, dans les années 30, ont pensé la nation marocaine comme un nouveau mode de groupement. Le Maroc a toujours existé. Nous-mêmes, nous trois, on existe, mais si demain on crée une association, nous on est anciens, mais l'association en tant que mode de groupement est nouveau. Bien sûr. Donc les gens étaient là, bien sûr, Salé était là, Fès était là, les Marocains étaient là, les Marrakechis, les Soucis. Mais ce qui était nouveau dans les années 30, c'est la création d'un nouveau mode de groupement qui n'est ni la tribu, ni la confrérie, ni la cité, ni la corporation, mais un mode de groupement qu'on va appeler Oumma. C'est ça. Et donc, quel est le vocabulaire qui a été utilisé, quels sont les rituels qui ont été initiés pour renforcer un peu ce sentiment national. C'est ça. Donc vous, d'ailleurs, vous êtes impliqués tous les deux dans cette revue de qualité qui s'appelle Les Cahiers Bleus. Vous êtes impliqués tous les deux. Vous avez publié donc un débat sur cette question de la nation, du nationalisme et de la citoyenneté. Et il y a d'ailleurs une réponse de Abdellah Al-Haroui à ce que vous dites, ce que vous lui faites endosser, ce que vous lui attribuez comme conception de la nation. Il n'était pas toujours d'accord. Et donc vous expliquez que dans les années 30, il y a une association Slaoui
qui reprend une caricature d'un journal contestataire qui s'appelle Le Cri marocain et qui parle de la nation. Yahya al-Maghreb, c'est une protestation anticolonialiste, c'est-à-dire que l'idée de nation émerge avec le sentiment d'une menace qui pèse sur une entité qui s'appelle la nation marocaine. Oui, les identités, qu'elles soient nationales, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient linguistiques, naissent dans un contexte d'interaction. C'est ça, oui. Il y a identité chaque fois qu'il y a quelqu'un à côté, soit à partir duquel, soit contre lequel je me définis. Et donc la situation coloniale était une situation dans laquelle les Marocains ont pu se définir en tant que musulmans, en tant qu'arabes, mais également en tant que Marocains. Sauf que dans le discours savant, on a... Alors quels sont les concepts? Il y a le Jamahir, il y a le Shab, il y a l'Oumma. Ce sont... Watan. Il y a le Watan, il y a le Jamahir, il y a l'Oumma, il y a le Shab. Mais bon, avec des connotations très différentes. Très différentes. Et avec, en toile de fond, la Turquie kémaliste, etc. Exactement. Et donc, tu as ces concepts-là, qui réfèrent à... D'abord, une situation qui est nouvelle, et on a ce qui est l'objet un peu de l'anthropologie, mais de l'anthropologie traditionnelle, je le reprends ici, tout ce qui est rituel. On a beaucoup parlé de l'identité musulmane, de l'identité arabe, mais quel était le fondement culturel de l'identité marocaine? Parce que quand on dit je suis musulman, on est noyé, la nation est noyée dans... Alors justement, dans vous le dites justement, vous dites voilà. Que ce qui surdétermine l'identité marocaine, c'est précisément l'appartenance à l'islam. D'où d'ailleurs le fait que l'identité, c'est très intéressant, que l'identité culturelle marocaine n'est pas réellement définie avant la formation de l'État moderne marocain, et que ce qui définit le Marocain, c'est l'islam, c'est pas une culture, c'est plutôt la religion. Mais là également, je reviens à la question des situations. Si dans une situation déterminée, c'est le français qui est devant moi, l'identité musulmane est pertinente. Si les Égyptiens et les Algériens sont devant moi, et je parle des Algériens ou surtout des Égyptiens musulmans, l'identité musulmane ne veut pas dire grand-chose. Et donc il y avait des frontières également à partir desquelles les Marocains ont tracé leur identité marocaine. Et dans le livre, vous avez le costume, bien sûr, costume marocain. On ne parle pas de costume musulman, on parle de Zey Watani. Oui, bien sûr. Donc, costume marocain, c'est quoi justement? C'est également une histoire. Il en parle là, oui, d'ailleurs. C'est vraiment une histoire. C'est vraiment une histoire. Il n'y avait pas une fixité. Non. Le haïk. Tu as parlé du haïk. Oui. Le haïk était à un moment, pour certains nationalistes, pas pour tous, l'élément de l'identité féminine marocaine. Donc une femme doit porter le haïk. Et la djellaba, qui est maintenant considérée comme étant un élément traditionnel, était vue comme une hérésie, une sorte d'hérésie, une sorte d'innovation, une sorte même d'un anti-nationalisme, et que dans certains cas, ici à Casablanca, dans certains cas, des nationalistes ont harcelé des femmes qui portaient la djellaba. Ah oui. Et donc, vous voyez que quand on suit un peu, tu as parlé de généalogie, bon, le mot est beaucoup plus fort que ce que j'ai fait, mais quand on suit un peu la dynamique des identités, on trouve que les contenus changent. Les contenus changent, c'est ça. Les contenus changent. Jamais fixe, quoi. Non. Oui, bien sûr. Oui, les contenus changent, c'est ça. Donc, quand on fait un peu l'histoire du processus de fabrication, si tu veux, de l'identité. D'une identité, on touche un peu à la fois les contradictions, les négociations, les revirements, les régressions, et les réinventions Alors nous, par exemple, pardon, excusez-moi, c'est Mohamed. Nous, par exemple, par rapport aux deux grandes traditions conceptuelles de la nation, la tradition française, Ernest Renan, et la tradition allemande, disons la tradition du droit du sol, du droit du sang, la tradition contractuelle et la tradition héritée, entre une tradition qui met l'accent sur
la communauté culturelle d'un peuple donné qui le précède et qui le façonne et une conception volontariste, universaliste, rationaliste, qui est la conception française où une nation se constitue à partir d'un projet, d'une volonté d'universalité. Nous, on se situe par rapport à... Où est-ce qu'on se situe, nous ? Non, même par rapport à ça... Je répondrai plus tard. Mais le discours a été... Je ne sais pas si c'est une question... oui, mais comme j'ai parlé un peu... Tu parlais un peu des gens qui ont traité de la nation, enfin les derniers à avoir traité de la nation, mais d'une façon, j'allais dire, qui a amené à une déconstruction des processus. C'est les deux, c'est Ernest Gellner dans Nation et Nationalisme. Oui, bien sûr. Et Hobsbawm, qui a écrit un livre juste après lui, donc le fameux historien, le grand historien anglais. Enfin, donc, par rapport à ces deux-là, j'allais dire, les deux traditions un peu antinomiques que tu présentes et qui ont joué un rôle à un moment. Oui, elles ne racontent pas les processus de fabrication des nations. C'est ça. Elles racontent le discours sur ces nations. C'est juste. Par contre, dans les processus de fabrication des nations, un type comme, on le voit bien, Gellner et même Hobsbawm, qui le rejoint par la suite, raconte ou rencontre plutôt, j'allais dire, du caractère très artificiel, très volontariste. Tout le temps, il y a du volontarisme. Tout le temps, il y a de la construction. Donc, il n'y a jamais de langue. La langue nationale, c'est une fabrication. Et du coup, l'identité nationale elle-même est une fabrication. Et cette fabrication passe, par exemple, comme il l'explique très bien dans un autre texte sur l'Angleterre, par, j'allais dire, une stratégie systématique de réinvention, souvent, de la tradition. Donc on réinvente, et donc on réinvente les symboles, et donc même dans le livre, il raconte. On voit très bien, par exemple, dans le travail de Pierre Nora, Les lieux de mémoire, comment la République française a construit ces symboles, comment elle a structuré l'imaginaire symbolique des Français. On peut se demander qu'est-ce qui a changé au Maroc, objectivement. Sur le plan du discours, bien sûr, on est passé d'un discours nationaliste où l'identité marocaine est cohérente et fondée sur deux piliers, l'islam et l'arabité, à un discours actuel qui est même officiel, qui est fondé sur la diversité culturelle et sur l'intégration de l'identité amazigh, africaine, etc. Le Maroc, c'est le grand changement, c'est celui-là. Le Maroc, sur le plan objectif, est toujours le même. C'est les mêmes cités, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes dialectes qui sont parlés, c'est la même darija, etc. Mais ce qui a changé, c'est la conception de ce mode de groupement. Et ça, c'est le plus important. Comment on intègre ou on n'intègre pas. Donc en fait, il y a une congruence entre le point de vue des anthropologues et le point de vue de l'État, d'une certaine façon. Bah oui. Non, on le met... on le rend plus visible. C'est-à-dire, on passe derrière les cuisines. Si tu veux. C'est ça, en fait, le travail. Vous dites ce qui est, quoi. Oui, on passe derrière les cuisines, c'est-à-dire pour donner à la fois la manière dont les ingrédients se sont mis en place. Pour donner... Mais il y a des dynamiques identitaires maintenant. Même le discours amazigh est un discours homogène. Oui. Ici, à Dezem, pour ne pas la citer, à Dezem, on est passé du journal en 3 dialectes, un journal soi-disant en langue amazigh, mais qui est fait en 3 dialectes. Moi, je comprends la tâche al-Hit, et donc il est supposé être un journal amazigh. Je suis. Il y a un commentaire que je comprends, et le commentaire suivant, je le comprends à 20%, et l'autre, je comprends à 5%. Mais c'est supposé être un journal en langue amazigh. Donc tu as 3 réalités. La vérité est fragmentée. La première version était beaucoup plus proche de la réalité, c'est-à-dire on passe les 3 journaux successivement, il y a Tarifit, Tachahit, c'est beaucoup plus proche, donc les gens choisissent selon leur... Et maintenant, on a un seul journal, on n'est même pas encore à fabriquer la langue, on est en train de bricoler 3 choses et on va l'appeler amazigh. Donc on n'est ni avec ni pour, donc on essaie un peu de décortiquer la manière dont les gens fabriquent l'unité, l'homogénéité culturelle, linguistique, etc. D'accord. Je rappelle que symboliser la nation parle donc aussi bien de la naissance de certains symboles à la faveur du travail de certains nationalistes, qui sont même à l'origine de la fête du trône. C'est ce que vous nous expliquez, c'est très intéressant. En quelle année la fête du trône, c'est une invention des nationalistes. C'est une invention, c'est là où on peut vraiment parler de l'invention. D'une invention, c'était 1933, dans minimum 2 cités, Salé et Fès. En même temps, il y avait bien sûr
négociations. Prennent l'initiative. Qui ont pris l'initiative voilà. Contre même le pouvoir colonial qui n'a pas autorisé en 1933, qui va l'officialiser en 1934. Mais voilà une fête nationale. C'est la première fête nationale qui est fêtée par les Marocains en tant que telle. Pas en tant que musulmans, pas en tant que juifs, pas en tant que berbères, pas en tant qu'appartenant à une corporation. Et donc vous avez des juifs marocains. Et ils la fêtent tous ensemble. Ils ne la fêtent pas ensemble, séparément, mais c'est toujours par rapport à un symbole commun qui est le roi, qui est la patrie, etc. D'accord. On pourrait peut-être dire un mot sur la Méditerranée des anthropologues. On t'a un peu lésé, c'est Mohamed. Donc la Méditerranée des anthropologues, c'est un collectif qui, en 2 mots, parle de quoi ? Alors c'est un collectif que j'ai dirigé avec un anthropologue du CNRS qui est italien mais qui travaille en France, Dionigi Alvera. Et donc, alors disons, ça rend compte à la fois des traditions anthropologiques qui ont pris la Méditerranée comme objet, avec à la fois la crise de cet objet et en même temps, c'était un moment pour interroger la discipline elle-même, donc l'anthropologie elle-même. Donc le livre en fait a 3 parties. Donc une première partie où on a essayé de rendre compte à partir d'anthropologues illustres qui ont écrit dedans. Bon, par exemple Jacques Goudy, très connu, l'un des grands-pères de l'anthropologie contemporaine. Des gens comme Kenneth Brown qui avait fait son livre sur Saleh, comme John Hopkins ou des anthropologues comme Madame Lacoste, pour raconter un peu comment s'est constituée un peu cette discipline, non seulement qui a pour objet la Méditerranée, mais aussi par rapport à elle-même, par rapport à cette discipline. Comment se fait, en gros, la question, comment se fait l'entrée et la sortie de l'anthropologie. Et on racontait un peu l'itinéraire de quelqu'un comme Jacques Goudy, qui voulait au départ être romancier, mais qui a fini anthropologue, et quelqu'un comme Kenneth Brown, qui a commencé anthropologue et qui a fini journaliste homme de lettres. La deuxième partie est assez classique. Elle raconte un peu les traditions anthropologiques et le rôle de l'anthropologie et de l'ethnologie dans la fabrication des identités. Ah oui. Et donc, surtout, en prenant l'exemple européen, et on a les exemples à la fois des Balkans, ou de la France, ou de l'Italie, de l'Espagne, etc. Et puis la troisième partie qui nous intéresse, nous, de façon très directe, c'est justement cette discussion de la possibilité de faire l'anthropologie chez soi. Et quels sont et là, on a eu deux expériences. L'expérience des Marocains, donc on a avec le texte de Hassan et le texte de Al-Khassasi, et une expérience, j'allais dire, italo-allemande, ou d'un grand anthropologue allemand actuel qui est Hauschild, qui avait travaillé sur... et donc comment, disons, s'est fait le passage entre les grands anthropologues classiques comme Pritchard ou comme d'autres vers des anthropologues insiders, donc de l'intérieur. En fait, j'allais dire, tout l'exercice était à la fois pour rendre compte de la Méditerranée en tant qu'objet anthropologique et un peu aussi casser les grands stéréotypes sur la Méditerranée, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'interroger le métier d'anthropologue par rapport, j'allais dire, aux performances voisines. Je ne dis pas des disciplines voisines, aux performances voisines, notamment, comme tu l'as dit au début, la performance scripturaire, c'est-à-dire par l'écriture, la littérature et l'anthropologie, ou la sociologie et l'anthropologie. Alors, j'ai vu que tu avais beaucoup été sollicité pour parler, réfléchir sur les questions d'image, questions de le rapport entre la culture et les médias en Méditerranée. Qu'est-ce qui ressort de tous ces colloques sur, disons, le rapport inégal entre le Nord et le Sud, sur le façonnage des programmes et des images, des représentations par les télévisions du Nord, la manière dont les pays du Sud peuvent projeter une image d'eux-mêmes plus fidèle à la réalité, etc. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est une question importante. Oui, je pense qu'il y a eu des espaces où il y a eu des discussions
autour de cette question. Notamment, il y a des institutions d'ailleurs qui regroupent notamment des télévisions du Nord et du Sud, y compris de Zem, je pense, qui en font partie. Mais là aussi, la première conclusion par rapport à cette question de production d'images, c'est que le rapport est très inégal, entre le Nord et le Sud, et que même les possibilités de fabriquer des images communes sont très limitées. Il y a jusqu'à maintenant la fameuse télévision Méditerranéo, justement, qui à la fois se veut un espace de production d'images qui à la fois rende compte de la proximité, mais rendre compte aussi des différences. Parce que la Méditerranée, c'est à la fois une frontière et un bassin commun. Mais Méditerranée est une structure, j'allais dire, rachitique. Il produit des choses quand même. Il produit des choses, mais elle est rachitique et j'allais dire, et sa diffusion reste très, très limitée. C'est ça. Donc le constat il rapport à ça est un constat, j'allais dire, très négatif. Il y a d'abord un rapport inégal qui est assez fortement important, mais aussi les seuls lieux sont des lieux, comme j'ai dit, qui ne sont pas pris en charge par les politiques. D'accord. C'est Hassan, rien à rajouter. L'émission touche à sa fin. Bon, je rappelle en 2 mots, donc Symboliser la nation de Hassan Rachir aux éditions Le Fennec, on ne l'a pas cité tout à l'heure, et La Méditerranée des anthropologues, co-dirigée par Si Mohamed Tozi, aux éditions Maisonneuve et La Rose. Si Mohamed, merci. Merci. Si Hassan, merci. Merci à toi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir.